Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des professions les plus anciennes et les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Une profession qui a relié des royaumes, préservé des secrets et façonné le destin de nations entières durant l'une des périodes les plus turbulentes de la civilisation occidentale. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez un instant un monde sans téléphone, sans Internet, sans services postaux structurés. Un monde où la distance entre deux villes pouvait signifier des semaines ou même des mois de voyage, où un message urgent pouvait déterminer l'issue d'une guerre ou la chute d'un empire. C'était le monde du Moyen Âge, une période qui s'est étendue approximativement du Vœu au XVe siècle, une ère où la communication dépendait entièrement d'hommes courageux prêts à affronter des dangers inimaginables pour transporter des paroles à travers des territoires hostiles. Les messagers médiévaux n'étaient pas de simples livreurs de lettres. Ils étaient des diplomates, des espions, des négociateurs et, par-dessus tout, des survivants dans un monde où chaque voyage pouvait être le dernier. Pour comprendre véritablement l'importance de ces hommes extraordinaires, nous devons d'abord nous transporter dans l'Europe d'après la chute de l'Empire romain d'Occident. Avec l'effondrement de Rome au Vœu siècle, l'un des systèmes de communication les plus sophistiqués que le monde antique ait connu disparut également. Le cursus publicus, le réseau étatique romain de messagers et de relais, cessa simplement d'exister. Les voies romaines, qui avaient été autrefois les artères d'un empire s'étendant de la Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, à l'Égypte, commencèrent à se détériorer. Les systèmes centralisés de gouvernement furent remplacés par une fragmentation politique qui transforma l'Europe en un patchwork de descentes, royaumes, de duchés, de comtés et de seigneuries, chacun ayant ses propres lois, coutumes et dangers. Dans ce scénario de fragmentation et d'incertitude, le besoin de communication ne disparut pas. Au contraire, il devint encore plus crucial. Les rois devaient coordonner leurs forces militaires. Les nobles devaient négocier des alliances et des mariages. L'Église catholique, la seule institution qui maintenait une forme d'unité continentale, devait administrer son vaste réseau de diocèses, de monastères et de paroisses dispersées dans toute la chrétienté. Et ainsi, même sans un système organisé comme celui des Romains, les messagers continuèrent d'exister, s'adaptant aux nouvelles réalités d'un monde médiéval en constante transformation. Les premiers siècles du Moyen Âge présentèrent des défis monumentaux pour quiconque devait voyager. Les routes, lorsqu'elles existaient, n'étaient souvent guère plus que des sentiers de terre battus, facilement transformés en bourbiers infranchissables après des pluies prolongées. Des forêts denses couvraient une grande partie du continent européen, servant de refuge aux bandits, aux proscrits et à toutes sortes de criminels qui voyaient dans les voyageurs solitaires des proies faciles. Il n'existait pas de carte fiable au sens moderne du terme. Les voyageurs dépendaient d'itinéraires, des listes décrivant les villes et villages le long d'une route, espérant trouver à chaque étape quelqu'un capable de les diriger vers la destination suivante. Dans cet environnement hostile, les messagers médiévaux développèrent des compétences qui allaient bien au-delà de la simple capacité à monter à cheval. Ils devaient être des hommes d'une constitution physique exceptionnelle, capables de supporter de longs trajets à cheval, souvent dans des conditions climatiques adverses. L'endurance était fondamentale, car un messager pouvait passer des jours à chevaucher sans repos adéquat lorsque l'urgence du message l'exigeait. Mais la force physique seule ne suffisait pas. Les meilleurs messagers étaient aussi des hommes d'une intelligence vive, capables d'évaluer des situations dangereuses et de prendre des décisions rapides qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. La connaissance des langues était particulièrement valorisée. L'Europe médiévale était une mosaïque linguistique, où les dialectes variaient considérablement, même au sein d'un même royaume. Un messager, voyageant de Londres à Naples, par exemple, devait être capable de communiquer en plusieurs langues tout au long du chemin. Le latin servait de lingua franca entre les personnes éduquées, particulièrement dans le contexte de l'Église, mais un messager prudent maîtrisait également les langues vernaculaires locales pour négocier son passage, obtenir des informations et, si nécessaire, déguiser sa véritable identité.
l'Église catholique joua un rôle fondamental dans la préservation et le développement des systèmes de communication durant le Haut Moyen Âge. Avec le pape à Rome et des évêques répartis dans toute l'Europe, l'Église avait besoin de moyens efficaces pour maintenir son autorité et coordonner ses activités. Le système des messagers papaux évolua à partir des vestiges de l'ancien cursus publicus romain, s'adaptant aux besoins spécifiques d'une institution religieuse qui couvrait tout le continent. Les messagers papaux transportaient des décrets, de la correspondance diplomatique et des documents religieux entre Rome et les diocèses les plus lointains de la chrétienté. Le pape Grégoire Ier, connu sous le nom de Grégoire le Grand, qui occupa le trône de Saint-Pierre entre 590 et 604, fut particulièrement déterminant dans la réforme du système de communication de l'Église. Dans une Europe dévastée par les invasions barbares et par la fragmentation politique qui suivit l'effondrement romain, Grégoire comprit que la capacité de communiquer efficacement serait fondamentale pour préserver l'influence de l'Église. Il centralisa le système d'envoi des messages, établit des procédures standardisées et garantit que la communication émanant de la papauté conserve sa cohérence et son autorité. Les messagers servant Rome voyageaient par des routes établies qui reliaient les monastères, les évêchés et les centres religieux importants, garantissant un flux constant d'informations. La sécurité de ces messagers était une préoccupation constante. L'Église chercha et obtint souvent des garanties de sauf-conduit de la part des seigneurs féodaux et des souverains séculiers. De plus, des sanctions sévères étaient imposées à toute personne qui portait préjudice ou entravait un messager papal. Cette protection spéciale reflétait la reconnaissance du rôle crucial que ces hommes jouaient dans le maintien de l'ordre ecclésiastique. Un messager porteur de documents papaux pouvait compter sur l'hospitalité des monastères le long de sa route, trouvant dans ces institutions religieuses non seulement le gîte et le couvert, mais aussi des informations actualisées sur l'état des routes à venir. Tandis que l'Église développait son propre système de communication, les pouvoirs séculiers reconnaissaient également l'importance de messagers fiables. Les cours royales entretenaient des groupes de messagers officiels, souvent appelés nuntii, qui servaient exclusivement le monarque. Dans l'Angleterre médiévale, par exemple, il existait une distinction claire entre les messagers montés, qui transportaient les communications urgentes, et les messagers à pied, appelés coureurs, utilisés pour des livraisons moins urgentes ou pour de plus courtes distances. Ces messagers royaux étaient considérés comme faisant partie de la maison royale, recevant des salaires réguliers lorsqu'ils étaient à la cour et des frais de voyage lorsqu'ils étaient en mission. La vie d'un messager royal était remplie de responsabilités et de privilèges. D'un côté, il jouissait d'une position relativement sûre dans une société hautement stratifiée, avec un accès à la cour et la protection du nom du roi. D'un autre côté, leur mission les menait souvent dans des territoires dangereux, où l'autorité royale pouvait être contestée ou ignorée. Un messager portant les ordres du roi pouvait rencontrer la résistance de nobles rebelles ou être vu comme une cible de choix par des bandits, espérant trouver de l'argent ou des informations précieuses en sa possession. La fiabilité était la qualité la plus prisée chez un messager médiéval. Cela allait bien au-delà de la simple livraison ponctuelle des lettres. Les messagers transportaient souvent des messages oraux, soigneusement mémorisés, qui complétaient ou même remplaçaient les communications écrites. À une époque où l'alphabétisation était le privilège de peu de gens, la capacité de mémoriser et de transmettre fidèlement un message oral était une compétence essentielle. De plus, on attendait des messagers qu'ils soient discrets. Ils avaient souvent accès à des informations sensibles, des secrets d'État et des plans militaires. Un messager qui montrait un penchant pour l'indiscrétion perdait rapidement son poste et selon la gravité de l'information révélée, pouvait perdre bien plus que cela. L'état des routes médiévales méritait une attention particulière, car il déterminait en grande partie l'expérience des messagers. L'héritage romain des routes pavées persistait dans certaines régions, mais des siècles de négligence avaient transformé beaucoup de ces anciennes voies en vestiges détériorés. Les pierres étaient souvent retirées par les habitants locaux pour être utilisées dans leur propre construction. La végétation avançait sur le pavé, créant des obstacles et dissimulant des trous dangereux. Dans de nombreuses zones, de nouveaux sentiers de terre s'étaient formés, parallèlement aux vieilles routes romaines,
simplement parce qu'il était plus facile de suivre un nouveau chemin que de naviguer parmi les obstacles de la voie originale. En dehors des zones où l'influence romaine se faisait encore sentir, la situation était encore plus précaire. La plupart des routes et chemins médiévaux n'étaient que des sentiers compactés par le trafic des personnes et des animaux. Ces voies étaient extrêmement vulnérables aux conditions climatiques. Les archives historiques nous parlent d'hivers où des routes entières devenaient infranchissables pendant des mois, transformées en bourbiers profonds qui engloutissaient chevaux et charrettes. Durant l'hiver 1395-1396, par exemple, la route entre Menin et Lille, dans la région qui correspond aujourd'hui à la Belgique et au nord de la France, devint complètement impraticable à cause de la boue, forçant les voyageurs à abandonner les routes et à traverser des propriétés privées, détruisant souvent les cultures au passage. Les messagers développèrent des stratégies pour faire face à ces difficultés. Le choix de la monture, par exemple, était une décision soigneusement pesée. Les chevaux étaient le choix préféré pour les messages urgents, offrant une vitesse supérieure et étant associés à un statut social plus élevé. Cependant, les chevaux étaient aussi plus coûteux à entretenir, exigeant une nourriture et des soins spécifiques. Les mules, issues du croisement entre chevaux et ânes, étaient particulièrement prisées pour les longs voyages en raison de leur endurance exceptionnelle. Elles pouvaient porter des charges lourdes sur des terrains difficiles et étaient plus économiques en termes d'alimentation. Les ânes, originaires d'Afrique du Nord et d'Arabie, étaient souvent associés aux voyageurs religieux, car monter un âne était vu comme un signe d'humilité, évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le coût de maintien d'un système de messagers était substantiel, ce qui explique pourquoi seules les organisations les plus riches pouvaient s'offrir des services de communication privés. En plus des animaux, il fallait prendre en compte les frais d'hébergement, de nourriture, les péages des routes et des ponts, les passages en barques et navires et d'éventuels pots de vin aux officiers et gardes pour garantir un passage rapide ou l'accès à des personnes importantes. Ce coût élevé signifiait que les messagers travaillaient souvent en tant qu'indépendants, acceptant des livraisons de multiples sources et rivalisant avec d'autres messagers pour être les premiers à livrer des nouvelles importantes, ce qui pouvait rapporter des récompenses supplémentaires. À partir du XIe siècle, avec la renaissance commerciale de l'Europe, les marchands commencèrent à développer leur propre système de communication. Les grandes maisons de commerce des villes italiennes comme Florence, Venise et Gênes furent à l'avant-garde de cette transformation. À mesure que leurs affaires croissaient et s'étendaient sur tout le continent, ces commerçants réalisèrent qu'ils ne pouvaient plus accompagner personnellement leurs marchandises lors de chaque voyage. Ils avaient besoin d'informations fiables sur les prix dans les marchés lointains, la progression de leur cargaison, les coûts des péages sur les différentes routes et les éventuels changements dans les conditions commerciales qui pourraient affecter leurs profits. Au milieu du XIIIe siècle, les grandes maisons de commerce italiennes avaient établi leur propre service de courrier, avec des hommes et des chevaux dédiés à parcourir régulièrement des routes spécifiques. Pendant environ 100 ans, chaque grande maison de commerce maintint ses propres messagers, mais le coût de cette opération était prohibitif. En 1357, 17 compagnies florentines s'unirent pour créer un service partagé, la Scarsella dei Mercanti Fiorentini. Ce fut une innovation significative, car elle réduisait non seulement les coûts individuels, mais établissait également un modèle de service postal qui pouvait être utilisé par toute personne prête à payer, et pas seulement par les membres des maisons de commerce participantes. La Scarsella dei Mercanti Fiorentini exploitait des routes régulières de Florence vers des destinations comme Barcelone et Bruges, deux des centres commerciaux les plus importants de l'époque. Le service exigeait le transport de milliers de lettres chaque année, occupant les messagers en permanence. Chaque route avait plusieurs messagers assignés, avec des chevaux de réserve disponibles à des points stratégiques le long du chemin. Ce système de relais permettait aux messages urgents de voyager bien plus rapidement qu'il n'aurait été possible si un seul messager avait dû effectuer tout le trajet. D'autres centres commerciaux suivirent rapidement l'exemple florentin. Dans des villes comme Bruges, Hambourg et
Londres, des guildes de marchands établirent des services similaires, créant un réseau de communication commerciale qui s'étendait à travers toute l'Europe occidentale. Ce réseau devint si efficace que même des ambassadeurs d'États européens et des représentants de l'Église commencèrent à solliciter la permission d'utiliser les services postaux des marchands, reconnaissant leur supériorité en termes de vitesse et de fiabilité. Les universités médiévales développèrent également leur propre système de messagers. Des institutions comme l'Université de Paris, fondée au XIIe siècle, attiraient des étudiants de toute l'Europe. Ces jeunes, dont beaucoup étaient encore adolescents, devaient maintenir le contact avec leurs familles pour recevoir des fonds, des vêtements, des livres et des nouvelles de la maison. Comme le système bancaire n'était pas encore développé à Paris comme il l'était en Italie, le transport physique d'argent était souvent nécessaire. Les nations étudiantes, divisions organisationnelles au sein de l'université basées sur l'origine géographique des étudiants, entretenaient des messagers officiels responsables de la communication avec des diocèses spécifiques. L'Université de Paris tenait des registres détaillés de ces messagers, les fameux Libri Procuratorum, qui nous fournissent des informations précieuses sur le fonctionnement de ce système. Un messager de la nation de France, par exemple, pouvait être responsable du diocèse de Nevers, à environ 200 km au sud de la capitale. En revanche, un messager de la nation d'Allemagne pouvait avoir à sa charge le diocèse de Turku, en Finlande, un voyage qui exigeait des semaines de trajet. Ces messagers transportaient non seulement des lettres, mais aussi de l'argent, des paquets de vêtements, des serviettes, des livres, des parchemins, des médicaments et même du vin envoyés par les familles des étudiants. Les messagers universitaires jouissaient d'une protection spéciale, souvent garantie par décret royal. Cela reflétait l'importance accordée aux universités en tant que centre d'apprentissage et de formation des élites. Un messager voyageant sous la protection de l'université pouvait s'attendre à un passage plus facile et à un traitement plus favorable tout au long de sa route. Une illustration des Libri Procuratorum de la nation picarde, datée de 1476, montre un messager en tenue de voyage sombre, avec manteau, chapeau et bottes, portant une lance sur l'épaule droite comme moyen de défense. À ses côtés, le procureur tient un paquet et un serviteur porte une lettre scellée, illustrant le flux de communication entre l'université et les familles des étudiants. Les lettres d'étudiants médiévaux qui nous sont parvenues révèlent des préoccupations étonnamment familières pour quiconque a déjà eu un enfant à l'université. Une lettre du XIIe siècle, écrite par deux frères étudiants à Orléans, illustre parfaitement la combinaison de nouvelles rassurantes et de demandes d'argent qui caractérisait cette correspondance. Les frères assurent à leurs parents qu'ils sont en bonne santé et se consacrent entièrement à leurs études, avant de mentionner nonchalamment qu'ils habitent un excellent logement proche des écoles et du marché, où ils peuvent aller en cours tous les jours sans se mouiller les pieds. L'implication, évidemment, est qu'un tel confort mérite une reconnaissance financière. L'écrivain français Eustache Deschamps, qui étudia à l'université d'Orléans avant de servir le roi de France, composa vers 1400 une lettre imaginaire d'un étudiant à son père qui capture parfaitement l'esprit de ses communications. L'étudiant se lamente de n'avoir pas un sou et de ne pouvoir obtenir de prêt nulle part. Il se plaint que tout à l'université est très cher et qu'il ne peut pas étudier ses textes de loi parce que les pages tombent. Il doit 10 couronnes au recteur et ne trouve personne disposé à lui prêter l'argent. Il conclut en demandant des salutations et de l'argent, arguant que l'étudiant a besoin de beaucoup de choses s'il veut progresser, et que son père et ses parents doivent le pourvoir généreusement afin qu'il ne soit pas obligé de mettre ses biens en gage. Pendant que les institutions développaient leur système formel de communication, les messagers individuels continuaient d'affronter les dangers inhérents aux voyages médiévaux. Le banditisme était une menace constante, particulièrement dans les régions forestières et montagneuses. Les Alpes, par exemple, étaient reconnues pour abriter des gangs de criminels qui attaquèrent les voyageurs durant l'été et se cachaient dans les parties les plus hautes des montagnes durant l'hiver. Déjà à l'époque de Charlemagne, à la fin du 8e et au début du 9e siècle, les cols alpins étaient redoutés par les voyageurs conscients des dangers qui les attendaient. Les bandits médiévaux provenaient de diverses origines sociales.
Certains étaient simplement des criminels ordinaires qui voyaient dans l'agression des voyageurs une source de revenus. D'autres étaient des soldats démobilisés qui, durant les intervalles entre les campagnes militaires contre les Écossais ou les Français, n'avaient aucun métier vers lequel revenir et se tournaient vers le crime. Il y avait aussi des chevaliers appauvris qui, ayant perdu leurs terres ou leurs ressources, abandonnaient les codes d'honneur censés régir leur classe et devenaient des prédateurs des routes. Le légendaire Christophe le Noir d'Olzanica, Christophe Negro de Olzanica, qui terrorisa les voyageurs en Silésie entre 1500 et 1512, était un chevalier qui gagna sa notoriété par sa cruauté extrême, ne se contentant pas de voler les marchands, les bourgeois et d'autres chevaliers, mais tuant souvent ses victimes même après le vol. Pour se protéger contre ces menaces, les messagers développaient diverses stratégies. La plus basique était simplement d'éviter de voyager seuls. Chaque fois que possible, les messagers se joignaient à des caravanes de marchands ou à des groupes de pèlerins, cherchant la sécurité dans le nombre. Lorsque cela n'était pas possible, les messagers transportant des cargaisons précieuses ou des messages de grande importance pouvaient être accompagnés par des escortes armées, connues dans certaines régions sous le nom de cotereaux ou d'aventuriers, des mercenaires spécialisés dans la protection des voyageurs. La dissimulation était une autre stratégie courante. Les messagers transportant des informations sensibles adoptaient souvent des déguisements, se présentant comme des pèlerins, des commerçants ou simplement des voyageurs ordinaires. Les messages pouvaient être cachés dans des endroits improbables, cousus à l'intérieur des vêtements, dissimulés dans des bâtons de marche ou insérés dans des compartiments. Secrets de chaussures. Certains messagers recevaient l'ordre de mémoriser les messages importants et de ne pas les porter par écrit, éliminant ainsi toute preuve physique qui pourrait incriminer l'expéditeur ou révéler le contenu de la communication à des intercepteurs. L'authentification des messages était une préoccupation constante dans un monde où la falsification pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Les sceaux de cire devinrent la méthode standard d'authentification durant le Moyen Âge. Chaque personne d'importance possédait une matrice de sceau, souvent une bague sigillaire qui produisait une empreinte unique lorsqu'elle était pressée sur de la cire chaude. La cire utilisée était typiquement composée d'environ 2/3 de cire d'abeille et d'1/3 de résine, un mélange qui produisait une surface suffisamment dure pour préserver les détails fins, mais assez flexible pour ne pas se briser facilement durant le transport. Le sceau servait de multiples objectifs. Premièrement, il identifiait l'expéditeur du message, car chaque sceau était unique et reconnaissable. Deuxièmement, il garantissait que le message n'avait pas été altéré, car ouvrir une lettre scellée brisait inévitablement le sceau. Troisièmement, il conférait un élément de solennité et d'autorité à la communication. Les sceaux des monarques et des papes étaient particulièrement élaborés, souvent imprimés sur les deux faces de la cire et suspendus au document par des cordons ou des lanières de parchemin. Ces sceaux pendants étaient plus sûrs que les sceaux simplement appliqués sur la surface du document, car il était pratiquement impossible de les retirer et de les refixer sans les endommager. L'importance des sceaux était telle que leur falsification était considérée comme un crime gravissime, souvent puni de mort. Lorsqu'un détenteur de sceau mourait, son sceau était typiquement détruit pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de faussaires. Dans le cas des monarques, la destruction cérémonielle du grand sceau royal était un événement formel, réalisé devant témoins pour garantir qu'aucun usage frauduleux ne puisse être fait de l'instrument. Dans les lettres latines médiévales, des phrases gravées sur les bagues sigillaires révélèrent la conscience de cette importance. Clausa secreta tego signifiait « je cache les secrets enfermés », tandis que frange, lège, lecta, tège ordonnait au destinataire de briser le sceau, lire et après avoir lu, cacher. Malgré toutes ces précautions, la falsification des messages demeurait une menace réelle. Un messager malhonnête ou corrompu pouvait être incité à remplacer un message par un autre ou à altérer son contenu oral durant la transmission. Les contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer présentent un exemple littéraire de la manière dont les messages pouvaient être falsifiés et des conséquences dévastatrices qui pouvaient en résulter. Dans l'histoire de l'homme de loi,
Le personnage de Donegild falsifie des lettres royales, remplaçant les messages du roi par d'autres au contenu complètement différent. Le messager, bien qu'innocent des machinations de Donegild, devient l'instrument involontaire de l'injustice, démontrant comment l'intégrité de tout le système de communication dépendait non seulement des sceaux et des authentifications, mais de l'honnêteté de chaque personne impliquée dans la chaîne de transmission. Il est intéressant de noter que Geoffrey Chaucer lui-même, avant de devenir l'un des plus grands poètes de la langue anglaise, travailla comme messager. En octobre 1360, le jeune Chaucer reçut 9 shillings de Lionel d'Anvers, à la cour duquel il servait, pour transporter des lettres de France en Angleterre, annonçant vraisemblablement le retour imminent de Lionel. Cet épisode nous rappelle que de nombreuses figures historiques notables ont vécu des expériences de vie que nous associons rarement à leur réalisation ultérieure. La communication entre les cours européennes durant le Moyen-Âge impliquait souvent bien plus que le simple échange de lettres. Les messagers diplomatiques étaient chargés non seulement de livrer des messages, mais d'observer, de rapporter et, le cas échéant, de négocier au nom de leur seigneur. Ces envoyés avaient besoin de compétences diplomatiques raffinées, d'une capacité à évaluer des situations politiques complexes et d'une discrétion suffisante pour ne pas révéler d'informations susceptibles de nuire aux intérêts de leur patron. Dans certains cas, les messagers recevaient l'ordre de recueillir des informations sur les conditions politiques, militaires et économiques des territoires qu'ils visitaient, se transformant ainsi en véritables agents de renseignement. Cette dimension d'espionnage de l'activité des messagers était bien connue et souvent source de suspicion. Les messagers étrangers qui restaient trop longtemps dans une cour ou posaient trop de questions pouvaient être vus comme des espions et traités avec hostilité. Durant les périodes de tensions politiques ou de guerre ouverte, les messagers pouvaient être détenus, interrogés ou même exécutés, surtout s'ils étaient capturés en possession d'informations sensibles. L'histoire fourmille d'exemples de messagers ayant subi des conséquences terribles simplement pour s'être trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, porteurs du mauvais message. Un épisode particulièrement illustratif se produisit en 1565, durant le siège de Malte par l'Empire ottoman. Lorsqu'un messager turc fut envoyé à Jean de Valette, grand maître des chevaliers de Saint-Jean, pour remettre une communication du sultan Soliman le Magnifique, Valette ordonna que le messager soit pendu. Ce n'est que lorsqu'on lui fit remarquer que l'homme était un esclave qui ne pouvait désobéir aux ordres que Valette changea d'avis. Mais il le renvoya avec le message qu'il pendrait quiconque viendrait livrer de futures communications. Plus tard, au cours du même siège, quand Soliman reçut la nouvelle que son armée avait échoué, il entra dans une fureur noire et piétina le messager qui apportait la mauvaise nouvelle, démontrant que tuer le messager n'était pas seulement un proverbe, mais un risque professionnel très réel. La transition vers la fin du Moyen-Âge apporta des développements significatifs dans les Docedisco, systèmes de communication européens. La croissance des villes, l'expansion du commerce international et le renforcement des monarchies centralisées créèrent une demande pour des services de courrier plus réguliers et fiables. C'est dans ce contexte qu'apparut l'une des histoires les plus remarquables de l'histoire postale européenne. L'ascension de la famille Tour et Tassis, Turn and Taxis, en tant que maître des postes impériales. L'histoire de la famille Taxis, comme on les appelait à l'origine, remonte à la petite ville de Bergame, dans la région de Lombardie, au nord de l'Italie. Vers 1290, un homme nommé Amodeo Tasso organisa ses parents en une compagnie de poste, établissant ce que certains historiens considèrent comme le premier service postal moderne d'Europe. Opérant initialement entre Rome, Venise et Milan, la compagnie acquit une réputation d'efficacité et de fiabilité qui finit par attirer l'attention de figures bien plus puissantes. À la fin du XVe siècle, les guerres entre Guelfes et Gibelins, les factions qui soutenaient respectivement le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, forcèrent de nombreux membres de la famille à quitter l'Italie pour chercher fortune ailleurs. C'est ainsi que Roger de Tassis, Ruggiero de Tassis, entra au service de la cour impériale de Frédéric III de la maison de Habsbourg en 1443, près d'un siècle après la fin formelle du conflit guelfo-gibelin. Cette connexion avec les Habsbourg allait s'avérer décisive pour l'avenir de la famille.
François de Taxis, Franz von Taxis, descendant de Roger, fut nommé maître des postes de l'empereur Maximilien Ier en 1489 et du roi Philippe Ier d'Espagne en 1504. Avec ces nominations, François jeta les bases de ce qui allait devenir un monopole postal couvrant une grande partie de l'Europe occidentale et centrale. Sous sa direction, un système de postes régulières fut établi, reliant les divers territoires des Habsbourg, d'Innsbruck à Bruxelles, de Vienne à Madrid. L'innovation cruciale introduite par François fut la création de relais de poste où les messagers pouvaient échanger des chevaux fatigués contre des animaux reposés, permettant aux messages de voyager bien plus rapidement qu'il n'aurait été possible si un seul cavalier avait dû faire tout le trajet. En 1516, l'empereur Maximilien Ier formalisa la position de la famille, nommant François de Taxis et ses descendants maîtres des postes impériales héréditaires, leur concédant des droits exclusifs pour exploiter les services postaux dans tout l'Empire. Cette concession était particulièrement significative car elle incluait non seulement le transport de la correspondance officielle du gouvernement, mais aussi le droit de transporter du courrier privé moyennant paiement d'une taxe. C'était la naissance du premier service postal public d'Europe. La famille saisit cette opportunité avec une énergie impressionnante. Des stations furent établies dans tout le Saint-Empire romain germanique, où les messagers pouvaient se reposer et changer de monture. Les messagers chevauchaient souvent pendant la nuit pour livrer le courrier le plus rapidement possible, établissant une nouvelle norme de vitesse pour la livraison de la correspondance. Le courrier était transporté dans des sacoches typiquement renforcées de fer, connues sous le nom de Felleisen, qui étaient fixées derrière chaque cavalier sur le cheval, protégeant le contenu contre les intempéries et les tentatives de vol. À partir de 1516, le service postal des Tassi fut étendu à Bruxelles, ce qui signifie qu'il couvrait depuis l'Espagne et l'Italie au sud jusqu'à la France, l'Allemagne et les Pays-Bas au nord. Malgré les turbulences des XVIe et XVIIe siècles, incluant la dévastatrice guerre de 30 ans, la famille maintint son contrôle sur une grande partie du courrier de l'Europe occidentale et centrale. La position de Dizetzenweb, maître des postes impériales, devint un droit héréditaire en 1615, pouvant être transmise aux héritiers mâles de la famille. En 1624, la famille reçut le titre de comte impérial, élevé à celui de prince impérial en 1695. À son apogée, le service postal Tours et Tassis, comme la famille commença à être connue à partir de 1650, employait plus de 20 000 personnes dans toute l'Europe, incluant des représentants régionaux, des employés administratifs et des livreurs. L'efficacité du système était remarquable pour les standards de l'époque. Une lettre envoyée par courrier express de Paris à Bruxelles ne mettait que 36 heures pour arriver, tandis que le courrier standard de Bruxelles à Naples mettait 14 jours. Ces temps de livraison représentaient une amélioration spectaculaire par rapport aux mois que de tels trajets auraient pu prendre au cours des siècles précédents. L'héritage de la famille Tours et Tassis s'étend bien au-delà de leur opération postale. Le corps postal, que leurs messagers sonnaient pour annoncer leur arrivée dans une ville, est devenu le symbole universel des services postaux, encore utilisé aujourd'hui dans les logos des postes du monde entier. Les couleurs noires et jaunes, associées à l'entreprise, ont été adoptées par divers services postaux comme identification visuelle. Et certains soutiennent que le mot même de taxi, utilisé pour décrire les véhicules de location, dérive du nom de la famille, bien que cette étymologie soit contestée. En approchant de la fin du Moyen Âge, nous pouvons voir comment les systèmes de communication avaient évolué de manière spectaculaire depuis la fragmentation qui suivit la chute de l'Empire romain. Ce qui avait commencé comme un patchwork de messagers individuels servant des seigneurs isolés s'était transformé en réseaux complexes et interconnectés couvrant tout le continent. L'Église avait maintenu son propre réseau de communication, essentiel pour administrer une institution véritablement continentale. Les marchands avaient établi des services qui non seulement servaient leurs propres intérêts commerciaux, mais étaient également disponibles pour le public payant. Les universités maintenaient des liens avec des étudiants de régions lointaines. Et la famille Tours et Tassi avait créé ce qui était essentiellement le premier service postal public d'Europe. Ces développements ne se produisirent pas de manière isolée. Ils reflétaient
et en même temps stimulait des transformations plus larges de la société européenne. La renaissance du commerce à longue distance exigeait une communication efficace pour fonctionner. La croissance des monarchies centralisées dépendait de la capacité à maintenir un contact régulier avec des sujets éloignés. L'expansion de l'alphabétisation, bien qu'encore limitée à une minorité de la population, créait une demande pour des moyens de communiquer par écrit. Et les innovations techniques, allant de meilleures techniques de fabrication du papier aux améliorations dans l'élevage des chevaux, rendèrent possible des systèmes de communication plus performants. L'histoire des messagers médiévaux nous rappelle également les qualités humaines qui rendaient ce système possible. Le courage d'hommes prêts à affronter des routes dangereuses, un climat hostile et les menaces des bandits. La loyauté qui les poussait à garder des secrets, même sous pression. L'endurance physique qui leur permettait de chevaucher pendant des jours entiers quand l'urgence du message l'exigeait. L'intelligence qui les rendait capables de naviguer dans des situations diplomatiques délicates ou d'échapper à des dangers inattendus. Ces qualités étaient tout aussi essentielles que les chevaux qu'ils montaient, ou les sceaux qui authentifiaient les messages qu'ils transportaient. La profession de messager au Moyen Âge n'était pas simplement un travail, c'était une vocation qui exigeait un dévouement absolu. Les hommes qui servaient comme messagers savaient que chaque voyage pouvait être le dernier. Ils quittaient leur famille pendant des semaines ou des mois, sans garantie de retour. Ils affrontaient les maladies, les accidents, la violence et toutes les incertitudes d'une ère où les forces de la nature et les caprices des hommes puissants déterminaient le destin de chacun. Et pourtant, ils continuaient à partir, emportant avec eux les paroles qui reliaient un monde fragmenté. Les pèlerins qui voyageaient vers les grands sanctuaires de la chrétienté, les marchands qui transportaient des soieries et des épices à travers les frontières, les soldats qui marchaient lors de campagnes lointaines, tous dépendaient des mêmes routes et affrontaient bon nombre des mêmes dangers que les messagers. Mais alors que ces autres voyageurs pouvaient souvent choisir quand et si entreprendre leur voyage, les messagers servaient à la volonté d'autrui. Quand un roi devait envoyer des ordres urgents à un commandant éloigné, quand un marchand devait connaître les prix sur un marché d'outre-mer, quand un pape devait communiquer une décision à un évêque à l'autre bout du continent, quelqu'un devait partir, quelles que soient les conditions ou les dangers. À mesure que le Moyen-Âge cédait la place à l'ère moderne, les systèmes de communication continuèrent d'évoluer. L'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg, au milieu du XVe siècle, révolutionna la diffusion des informations écrites. L'exploration maritime ouvrit de nouvelles routes de communication reliant l'Europe à des continents lointains, et les États nationaux émergents prirent progressivement le contrôle des services postaux, les transformant en monopoles gouvernementaux. Mais les fondations avaient été jetées durant le Moyen Âge par des hommes dont les noms ont été pour la plupart oubliés par l'histoire, mais dont le service a rendu possible la civilisation médiévale telle que nous la connaissons. Les messagers médiévaux méritent qu'on se souvienne d'eux non seulement comme des curiosités historiques, mais comme des figures ayant joué un rôle crucial dans la formation du monde moderne. Ils furent les premiers à démontrer qu'une communication régulière et fiable était possible sur de grandes distances, établissant des précédents qui mèneraient finalement aux systèmes postaux nationaux, aux réseaux télégraphiques, aux communications par radio et enfin à l'Internet qui connecte aujourd'hui des milliards de personnes instantanément. Chaque fois que nous envoyons un email ou un message texte, nous participons à une tradition qui s'étend sur plus de 1000 ans, remontant à ces hommes courageux qui chevauchaient sur des routes boueuses, portant des parchemins scellés à la cire. L'histoire des messagers médiévaux est aussi une histoire sur la nature humaine et sur la manière dont les sociétés affrontent le défi fondamental de la distance. À une époque antérieure aux télécommunications, la seule façon de faire voyager un message était de faire voyager un être humain avec lui. Cela signifiait que chaque communication portait en elle non seulement des mots, mais aussi tout le poids de la présence humaine, le risque, l'effort, la confiance placée en un individu pour accomplir une tâche vitale. Il y avait une intimité dans ce système que nos communications instantanées d'aujourd'hui parviennent rarement à capturer. Quand nous pensons aux messagers médiévaux,
nous pensons à des figures solitaires chevauchant à travers des paysages vastes et souvent hostiles. Nous imaginons le martèlement des sabots sur des ponts de pierre, le tintement des éperons dans des auberges poussiéreuses, le son d'un corps postal annonçant l'arrivée de nouvelles de terres lointaines. Ces images nous connectent à un passé qui peut sembler lointain, mais qui a jeté les bases de beaucoup de choses que nous considérons comme normales dans notre vie quotidienne. La capacité de communiquer à travers de grandes distances n'est pas quelque chose qui a simplement surgi avec la technologie moderne. C'est le résultat de siècles de développement, d'expérimentation et de perfectionnement. Les messagers médiévaux furent les pionniers de cette évolution, les premiers à démontrer systématiquement qu'une communication régulière et fiable était possible. Leurs efforts méritent d'être reconnus et célébrés comme une contribution fondamentale à la civilisation humaine. Les monastères jouèrent un rôle particulièrement important dans la préservation et la transmission du savoir tout au long du Moyen Âge, et leur système de communication interne mérite une mention spéciale. Les abbayes bénédictines, par exemple, entretenaient des réseaux de correspondance reliant des communautés religieuses séparées par des centaines de kilomètres. Les lettres échangées entre ces institutions ne traitaient pas seulement d'affaires administratives, mais servaient également de vecteurs pour la diffusion d'idées religieuses, philosophiques et scientifiques. Les recueils de lettres préservés dans les archives monastiques, comme ceux de l'abbaye de Lune, Abbadia de Lune, en Allemagne, révèlent une sophistication surprenante dans l'art de la communication écrite, les religieuses faisant preuve d'une maîtrise des techniques rhétoriques qui étaient soigneusement enseignées aux novices. La communication entre monastères féminins présentait ses propres particularités. Les religieuses, souvent issues de familles nobles et donc plus éduquées que la moyenne de la population, développèrent des styles épistolaires élaborés combinant des éléments de dévotion religieuse avec des nouvelles pratiques et des expressions d'affection. Une lettre préservée de l'abbaye de Lune démontre comment les religieuses utilisaient des métaphores célestes pour surmonter les limitations physiques de la clôture, décrivant comment elles envoyaient des saints comme messagers spirituels pour des événements auxquels elles ne pouvaient assister personnellement. Ainsi, en concluant notre voyage à travers le monde des messagers médiévaux, nous sommes invités à réfléchir sur la valeur de la communication dans nos propres vies. À une époque de messages instantanés et de connexion mondiale, il est facile d'oublier à quel point nous dépendons de notre capacité à communiquer les uns avec les autres. Les messagers médiévaux nous rappellent que cette capacité n'est pas un dû, mais quelque chose de conquis par l'effort, le dévouement et souvent le sacrifice d'innombrables individus à travers l'histoire. Nous espérons que ce voyage dans le monde fascinant des messagers médiévaux a été aussi captivant pour vous qu'il l'a été pour nous de le produire. Si vous avez apprécié ce contenu, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les futures explorations historiques comme celle-ci. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur le sujet, vos questions ou vos suggestions pour de futurs documentaires. Chaque commentaire nous aide à mieux comprendre ce que vous, notre public, souhaitez explorer et nous motive à continuer de vous apporter des histoires qui éclairent le passé et enrichissent notre compréhension du présent. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes intéressées par l'histoire et aider notre chaîne à grandir. Ensemble, nous poursuivrons ce voyage de découverte à travers les siècles, en sauvant les histoires extraordinaires d'hommes et de femmes ordinaires qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.